Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 86e épisode et on passe donc un grand bonjour, un grand salut à tous nos amis qui nous écoutent depuis la Vienne. La Vienne qui n'est pas seulement la capitale de l'Autriche et une ville entre Saint-Étienne et Lyon, Vienne qui est aussi un département français dont la capitale est Poitiers. Donc on passe un grand bonjour à tous nos fans du Futuroscope, on espère que vous allez bien. Et nous dans ce 86e épisode, on va parler des New York Knicks et qui de mieux pour parler des Knicks que Baptiste, du coup on va le retrouver tout de suite après l'intro. Et salut Baptiste, comment ça va? Salut Azad, salut tout le monde. Écoute, ça va très bien. On se retrouve juste après Noël. Donc j'espère déjà que tout le monde a passé un joyeux Noël et toi le premier. Bah écoute, ouais, Noël sous la neige dans les montagnes autour de Grenoble, enfin quitté Paris, donc tout va bien, tout va bien, tout va bien. Apparemment, du coup, t'as pas eu un deuxième micro backup pour ton anniversaire, ou ni pour Noël, c'est ça? Non, non, je m'excuse pour tous les, pour tous les auditeurs, mais j'ai oublié mon micro en fait tout simplement chez moi et vu que je suis rentré pour les vacances chez mes parents, donc pas du tout le même département, hein, vu que ça te tient à cœur les départements. Et ouais, du coup, j'ai juste oublié mon micro, donc je suis désolé, c'est exceptionnel, on va dire. Mais j'espère que le fond restera intéressant, même si la forme n'y est pas, quoi. Ah ouais, on t'excuse, moi je trouve que la qualité est pas trop mauvaise, en tout cas moi j'arrive à t'entendre, donc je pense que, en tout cas j'espère que les auditeurs Mhm. y arriveront aussi. J'avais une petite question culture pour toi. Vu qu'on est le 86e épisode, est-ce que tu connais le coach des New York Knicks en 85-86? Petit indice, Ah, petit indice, c'est un mec qui commande sur ESPN, je crois, ou peut-être TNT, ou peut-être ABC, mais c'est quelqu'un qui commente en antenne nationale. qui commente en antenne nationale. Waouh. Ouais, il commente en antenne nationale. Si je te dis son âge, tu vas trouver direct. Mais Bah, dis-toi, je ne sais pas, bah non, c'est pas en antenne nationale. Van Gundy, non, il doit eh être ben trop non, jeune. parce que je pense que Van Gundy, il aurait pu jouer à la limite en Ouais, 85. ouais, il est beaucoup trop jeune. Ouais, Pense au mec le plus vieux que tu as entendu parler de basket à la télé. Il a punaise. 91 ans. Tu me poses une colle d'entrée de jeu, quoi. Tu me poses une Ouais, colle d'entrée de jeu. c'est Euh, pas la dernière. Prépare-toi. Ah, attends, mais ok. C'est Yubi Brown. Exactement, Hubie Brown qui avait du coup coaché les Knicks en 85-86 et ils avaient fait un beau 23 victoires pour 59 défaites. Donc la 23e attaque sur 23, mais le 5e defensive rating. Ouais, bah une belle saison, finalement. Une saison comme on a l'habitude souvent hein, avec les Knicks. L'habitude. En vrai, il les Non, avait mais quand même une fois fait gagner plus de 42 matchs, deux fois plus. même, deux fois Ah plus de ouais. 42 matchs. Donc voilà, ça a été, il a coaché les Knicks 4 ans et c'était d'ailleurs son avant-dernière saison avant d'être remercié. Et sache qu'il a aussi coaché les Grizzlies de 2002 à 2005. Euh, Waouh. Mais tu es une ouais, vraie encyclopédie. Tu es une une vraie vraie encyclopédie. encyclopédie. On m'appelle Wikazad souvent la semaine. Bref. Et j'ai une autre petite colle. Et tu vois ce que c'est le SRS sur Basketball Référence, un peu le niveau de l'équipe au global. Ouais. Tu sais, Alors c'est le j'avoue ça. Simple Rating Ah oui. System. Ça permet un Ok. petit peu tu vois, d'extrapoler un peu le night rating en fonction des forces et des faiblesses de l'équipe. Ça Mhm. donne un peu un score souvent. Et souvent, c'est un bon indicateur du niveau de l'équipe. Et ben, sache que il y a, les Knicks de cette saison ont le troisième meilleur score de SRS de toute l'histoire des Knicks. Est-ce Ah, que de tu toute pourrais, l'histoire des Knicks. de Waouh. toute l'histoire des Knicks, est-ce que tu pourrais trouver les deux premières équipes ou au moins les périodes? Bah, je pense qu'il y a celle où ils sont champions au début des années 70. Alors du coup, ouais, c'est 69-70, ils sont champions, et il y a aussi Ouais, 72-73, qui est le quatrième meilleur score. Donc en vrai, ils se retrouvent un peu entre les deux, les Knicks de cette saison. ok. Et du coup, il en manque un qui est sans doute, je vais dire, bah, c'est 94.
Exactement. Voilà. 94, l'année où du coup ils Ils vont en perdent en finale. finale. Et ouais, une claquette de d'Hakeem Olajuwon. Donc Mais voilà. est-ce que tu savais que Phil Jackson jouait dans ces Knicks dans les années 60, 70? Ouais, et est-ce que tu connais le coach de suite 94? Ah, c'est pas Riley en 94? Ouais, Ou c'est pas Riley c'est en encore lui, ouais. 94. Ouais, ouais, ouais. Avant qu'il aille à Miami. Exactement. Bon, du coup, on a fait un petit bout d'histoire des Knicks, mais je me disais que c'était aussi un moyen un petit peu de placer ces Knicks à travers peut-être l'histoire de la franchise pour dire que finalement, cette saison, on avait beaucoup de hype un petit peu cet été. J'ai l'impression que les performances du début de saison avaient peut-être fait un peu redescendre la hype et le sujet de conversation, c'était plus la mécanique de shoot et le coup de Michael Bridges qu'autre chose. Mais du coup, je me dis que c'était quand même l'occasion aussi peut-être un peu de remettre l'église au milieu du village et parler quand même de leur niveau plutôt historique, en tout cas à l'échelle de la franchise des Knicks et même à l'échelle de la NBA, ça reste du coup un différentiel, excusez-moi, de 9,4, donc un des meilleurs net rating de la NBA. Et puis quand on s'approche de la dizaine, ça reste quand même quelque chose d'assez impressionnant. Du coup, nous voilà partis un petit peu pour parler des Knicks. Et moi, ce que j'aimerais un peu que tu nous présentes avant de parler directement de comment ça se passe cette saison, je voudrais que tu nous présentes peut-être un peu les différences entre la saison dernière, du coup, qui s'était quand même très bien passée, et cette saison qui, du coup, a un peu une approche différente, des performances différentes. Donc, qu'est-ce que tu Ouais. vois, toi, un petit peu comme différence qui saute un peu aux yeux entre l'équipe de l'année dernière et l'équipe de cette année, en sachant que le coach est resté le même? Bah, déjà, alors si je peux me permettre, hein, si je peux me permettre, il y a quelque chose au niveau de la ligue qui est assez fascinant. C'est que les Knicks de l'année dernière par rapport aux Knicks de cette saison, ils ont le cinquième net rating. Ils ont le cinquième net rating, donc en théorie, c'est la cinquième équipe qui produit le plus de différence entre leur attaque et leur défense. Ouais, Et ce qui est fou, c'est que l'année dernière, ils avaient plus 4,9, donc ce qui est, on va dire, plus 5, ce qui est quand même un beau score. Et cette saison, ils ont plus 9,4. Et t'es que quatrième, cinquième entre guillemets avec plus 9,4 parce que il y a quatre équipes au-dessus des plus 10. Et ça, oui. je trouve ça assez fou. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y en a 3 qui sont en dessous des moins 10. Et est-ce que tu sais, alors peut-être que tu lis mes tweets, mais est-ce que tu sais à combien est Washington? Mais je crois qu'on en a parlé dans le dernier podcast, ou alors peut-être qu'on en a parlé en off au restaurant l'autre jour. Hmm. Je Un sais. beau restaurant, une belle formule du midi en même temps. Ouais. Alors, Et du coup, ils sont moins à combien 16. les Wizards? Moins 16. Ouais, c'est ouf, mais ils sont à moins 15,4. Putain, ils Moins sont. 15,4. 30e attaque, 30e défense. C'est beau, Bah, non? c'est beau. En vrai, moi j'appelle Franchement. ça quand même. Il y a une certaine idée de la constance qui est quand Ouais. même appréciable. Ah non, mais c'est assez. Et du coup, c'est tout ça pour dire aussi que le contexte de cette année, il est peut-être. L'année dernière, on pensait que c'était déjà une NBA où c'était un peu de plus en plus binaire avec des équipes très fortes et des équipes très très mauvaises. Et cette Ouais. année, c'est peut-être encore plus le cas. Et du coup, les Knicks ont un excellent net rating et ne sont que cinquième. Là où tu vois, je crois qu'il y a 2 ans, avec plus 9,4, ils auraient été large premier, quoi. Bah, c'est vrai qu'il y a. Mais ça s'était déjà ouais, bien senti l'année dernière. En réalité, même quand on regardait un petit peu tu sais, les offensive rating ou Mm. defensive rating ajustés à la moyenne, tu te rendais compte que tu avais beaucoup d'équipes historiques. Et souvent, si tu as beaucoup d'équipes historiques très haut, c'est qu'en réalité, le niveau, il est peut-être un peu aussi tiré par le bas. Mm. Donc ouais, peut-être qu'on a une NBA encore plus clivante. En tout cas, ouais, encore plus coupée en deux cette année. Mais du coup, les Knicks font partie quand même encore une année des meilleures équipes. Ouais, ouais, tout à fait. C'est la troisième année de suite avec un net rating positif, même au-dessus des trois. Puisque en fait les 3 années du cycle Bronson, c'est ça. Et du coup, pour revenir un peu à ta question de qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière, je pense que là, malgré tout, où il y a la plus grosse différence, on va dire dans les schémas de jeu, plus que dans le résultat, mais c'est vraiment sur le côté offensif où ce qui est intéressant, c'est qu'on a une attaque qui a le deuxième offensive rating, qui a beaucoup d'écart, je crois qu'il y a quasiment plus 10 par rapport à la moyenne, et qui est deuxième du coup derrière les Cavs.
mais qui est un peu, j'ai envie de dire, l'attaque. Moi, c'est mon attaque préférée de cette saison, peut-être avec les Celtics, mais encore que je trouve que c'est une attaque qui est ultra moderne dans le sens où l'année dernière, on était quand même un peu dans un héliocentrisme de Bronson et à la limite, il y avait pas mal de jeux de main à main pour DiVincenzo, que ce soit Randle ou Hartenstein. Et cette année, je trouve ce qui est assez intéressant, c'est vraiment ce côté où tu as un nombre d'armes offensives, de sources d'attaque très très différentes, avec Karl Anthony Towns qui est en fait beaucoup utilisé en hub, vraiment sur des situations où en fait Jalen Brunson il commence son action off-ball et il va recevoir souvent un écran de Josh Hart et après il y a un jeu à 2 ou à 3 qui s'enclenche là-dessus avec Mikal et OG dans les corners. Et en fait, avec Karl Anthony Towns en hub, bah, vu que c'est le meilleur shooter enfin le meilleur shooter, c'est un excellent shooter pour son poste et pour sa taille, et ben ça vide complètement la raquette. Et les Knicks sont une équipe qui a beaucoup de cuts, que ce soit même Jalen Brunson qui est utilisé parfois en poseur d'écran pour des pin down pour justement faire remonter ses joueurs des corners et qui va feinter de poser l'écran pour être servi sur un cut. Ça c'est beaucoup utilisé. Que ce soit Josh Hart aussi, qui parfois, bah, quand Josh Hart il pose son écran, on va être un peu trop agressif sur Jalen Brunson, et donc lui, il peut glisser l'écran et aller au panier. Et donc je pense que dans la data que tu avais sortie là, il n'y a pas longtemps sur Twitter, où on voyait un peu les changements, je trouve qu'un des Ouais, changements les plus parlants par rapport aux Knicks, c'est que c'est une équipe où il y a une énorme augmentation de la fréquence de cut. Alors, ouais. ça reste relatif parce que c'est une action qui est, on va dire, pas si, qu'on voit pas si souvent que ça. Tu peux pas baser ton attaque sur du cut. Mais je trouve qu'il y a pas mal de changements là-dessus parce que Karl Anthony Towns, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit utilisé beaucoup en finisseur, sur poseur d'écran, pick and pop, etc. Et au final, bah, il est beaucoup plus responsabilité à la création collective que ce qu'on aurait pu le penser, quoi. Oui, il y a un chiffre qui est bien parlant là-dessus aussi, pour parler un peu autre chose des play types, qui étaient du coup ouais, un peu les chiffres que vous avez sortis, donc où il y avait une grosse évolution ouais, du nombre de cuts, mais c'est aussi le on-off de Karl Anthony Towns sur la fréquence de tir au cercle. Je sais pas si Mhm. tu l'as de Je tête, l'ai pas du tout. et ben en gros, il y a plus 10% de tir au cercle quand Karl Anthony Towns est sur le terrain, c'est le 99e centile. Ouais, ouais, mais c'est assez fou, hein. C'est assez fou, mais ça, je trouve que pour le coup, ça retransmet vachement ce qu'on voit nous derrière notre écran, quoi. Qu'il est vraiment utilisé. Tu vois, il y a un côté aussi, le spacing et le fire out d'Enix a un peu. Je sais pas ce que tu avais comme image de lui à Minnesota, mais on avait, pour moi, c'était un bon passeur qui était capable d'avoir des séquences aussi plutôt intéressantes par rapport, si tu fais le comparatif avec Just Randle, qui est plus dans du read and react. Lui, il était capable d'avoir un peu plus de recul et parfois de manipuler la défense, mais on le voyait pas beaucoup parce qu'il n'y avait pas beaucoup de spacing et il n'était pas du tout utilisé comme ça. Il était beaucoup utilisé, même parfois sur des sorties d'écran. Et là, je trouve que ce spacing, ce five out, ça a aussi un peu débloqué son passing en un certain sens. Et ouais, je trouve son utilisation, elle débloque beaucoup de choses collectivement et le chiffre que tu as dit retransmet vachement ce qu'on voit quoi, derrière l'écran. Et est-ce qu'on a toujours autant de déchets? Parce que j'avais un peu l'impression quand même que c'était un joueur, en tout cas, surtout à Minnesota, parce que je l'ai plus vu à Minnesota qu'au Knicks. Bon, en même temps, il y a eu Mhm. plus de matchs au Minnesota qu'au Knicks. Mais j'avais un peu l'impression que c'était un joueur high cost, high reward un peu. Et je sais pas trop à quel point ils ont peaufiné son jeu du côté de des Knicks, justement. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est vachement plus propre. Bah, déjà parce que le spacing facilite les choses. Après, il y a toujours des matchs, on va dire, où tu sens qu'il est pas du tout dedans et du coup il va tenter des choses encore plus compliquées à chaque fois. Et il y a un match, je sais plus lequel maintenant, je l'ai plus du tout en tête, mais où il fait genre 4 passages en force dans la première mi-temps, je crois, ou quelque chose comme Ok. ça. Et tu vois, t'as des matchs comme ça, mais j'ai l'impression que ça s'est vachement lissé. Et il faut que je retrouve la stat, donc je te laisse combler entre-temps. Mais que son pourcentage de perte de balle sur drive Ouais, bah je a. l'ai sous les yeux. Ah bah Ça voilà. Et passe. ben, ça, je crois que c'était une des stats qui me disait notamment que, tu vois, le nombre de passages en force qui était assez énorme à Minnesota sur ses Mhm. drives, et ben ça, il a pas mal baissé là-dessus. Après, sur le passing, il y a toujours des moments où tu vois, il va tenter la passe derrière la tête et c'est un peu trop compliqué.
Mais je trouve que le fait qu'il y ait aussi plus de spacing fait que, un peu mathématiquement, mais logiquement, il y a moins de déchets, quoi. Ouais, ouais, mais ça fait partie un peu du lot, mais c'est vrai que les drives, il en fait moins déjà. Il est passé de 9,5 à 7,3 par match. Et le pourcentage de perte de balles, il est passé de 10,6 à 6,6. Donc il y a clairement une baisse. Et le volume de passes aussi sur les drives a diminué. Donc j'ai l'impression que c'est un peu plus un passeur statique, où il peut profiter justement peut-être plus de sa taille, des angles et de son toucher de balle. Et du coup, ça le met moins dans des situations un peu de hero ball où il fait du drive and kick, quoi. Donc au final, c'est quand même plutôt quali. Tu vois, il fait 7 drives par match. Sur ces 7 drives, il génère 7 points. Il y a pas mal de lancers francs. Et du coup, il y a vachement moins de déchets. Donc c'est vrai que j'ai Mm. l'impression que le jeu est un peu épuré. Et du coup, c'est vrai que la notion de rentabilité chez les Knicks, j'ai l'impression qu'elle a encore augmenté cette saison. Et de manière collective, mais aussi de manière individuelle. Et j'ai l'impression que ça se retrouve aussi un petit peu chez Brunson, où bah, l'efficacité a encore augmenté alors que le volume est toujours proche de l'héliocentrisme, même si c'est pas encore de l'héliocentrisme. Et je sais pas si c'est dans l'approche du jeu ou si c'est tout simplement peut-être une surchauffe, mais est-ce que même Jalen Brunson arrive toujours à être plus rentable ou est-ce que pour l'instant c'est le jeu qui tourne bien pour lui? Il y a quand même une réussite au cercle qui a encore augmenté et le 3 points aussi, donc je pense c'est un gâteau un peu mi-cuit, il y a mis plus de Mm. réussite, plus de variance qui tombe de son côté, mais même lui, avec un si gros volume, arrive à être encore plus efficace. Ça, tu l'expliques comment? Bah, c'est intéressant parce que Bronson, tu regardes un peu ce qui s'en dit et tu vois, il a des matchs où il est un peu plus effacé que ce qu'on n'avait pas du tout l'an dernier où tu étais Ouais. capable d'avoir. En fait, il avait toujours un volume ultra haut. Mais au final, on parle d'un joueur qui est, je crois qu'il est à 109 de true shooting plus. Bon, il a un peu descendu, pardon. Il est à 106. Mais 106, c'est absolument, enfin, c'est élite pour son volume de responsabilité, pour son poste, pour sa taille. Et je pense que c'est un peu les fruits de, pour le coup, ça, c'est ce qu'on attendait. Mais ce five out, bah finalement, ouais, ce five out sur les drives, sur les cuts, le nombre de lignes de drive où il a vraiment pour le coup personne sous le panier qui l'attend, alors que l'année dernière, ça devait arriver, je sais pas moi, une, une fois par mois presque, j'ai envie de dire. Je pense que ça, tu vois, c'est assez, assez stable. Cette réussite au panier qui a augmenté, je pense que c'est vrai, c'est réel, quoi, entre guillemets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait commencé la saison avec un flotteur qui rentrait pas du tout. Ouais. Il était quasiment, je crois qu'il était à 35% sur ses flotteurs pendant une grosse partie pendant le premier mois de compétition à peu près, ou peut-être pas autant que le premier mois, mais voilà. Et c'est vrai que du coup là, il est entre guillemets que à 48, là où il était à 52% sur les flotteurs l'an passé. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que le chiffre il a réaugmenté parce que bah, forcément il y a un peu de variance aussi avec Bronson, enfin avec tout le monde, parce que bah oui, tu vas avoir des séquences où tu mets tous tes tirs, tes petits flotteurs, etc. et d'autres moins. Mais il y a aussi un côté où les Knicks, je pense, ont beaucoup travaillé sur le jeu à deux Brunson-Towns et ce qui pouvait paraître contre-intuitif, mais c'est qu'ils ont réussi à redynamiser le flotteur de Bronson, je trouve, avec en fait le pick and roll de Karl Anthony Towns, où ils utilisent vachement de empty side, de empty action, c'est-à-dire où ils jouent juste un Ouais. pick and roll tous les deux, Mm. et ils font pas pop Towns comme on peut le penser parce que c'est un shooter d'élite, mais en fait ils le font roll et ils ont aussi beaucoup travaillé. Alors c'est pas encore parfait, mais je trouve que la pose d'écran de Towns est bien meilleure qu'au début. Et finalement, avoir ce Towns qui roll et Bronson qui a un premier décalage qu'il n'avait pas forcément au début de la saison, bah c'est intéressant parce que ça met souvent le défenseur en drop. Par exemple, Gobert, il y a deux trois séquences où il run, bah, où les Knicks ils font la même action les trois fois. Et du coup, la première fois, bah, Rudy Gobert, il est un peu trop focus sur le rôle de Towns et donc Bronson il a le flotteur. La deuxième fois, il veut pas laisser le flotteur, donc il donne la balle au rôle de Towns et Towns il provoque la faute. Et la troisième fois, je crois que Bronson prend un pull-up. Et du coup, c'est assez intéressant. Et tu vois, sur le côté Bronson, je pense vraiment que on a un peu
peut-être que c'est disproportionné le passage de 101 à 106 ou 109, où on verra où il va se situer à la fin de la saison. Mm. Mais je pense que le contexte collectif et l'impact du contexte collectif offensif sur Brunson, bah, il se fait ressentir et comment dire, je suis assez confiant sur le fait que les chiffres d'efficacité de Brunson, ils restent assez hauts, quoi. Ok, ouais, bon, en réalité, le jeu a pas tellement changé, il y a eu un petit ajustement, et il y a aussi une question de comment arriver à générer la meilleure synergie possible à côté de Karl Anthony Towns. Et moi, je trouve que c'est plutôt cool que Karl Anthony Towns, il soit utilisé de cette manière, parce qu'en réalité, on oublie un peu que c'est une licorne, mais parfois on attend un peu des licornes à ce qu'elles apportent des choses de manière individuelle, dans le sens où on s'attend à des exploits un peu individuels comme on peut s'attendre de Wembanyama. Alors qu'en réalité, une licorne, un peu dans le sens imagé du terme, ça te permet surtout de faire des schémas que d'autres équipes ne peuvent pas faire. Et je trouve que Karl Anthony Towns, dans la manière où on utilisé chez les Knicks, ou Porzingis, tu vois, par exemple, chez les Celtics, c'est un bon exemple de pourquoi ces mecs-là sont des licornes et pourquoi c'est si important que ça. Et en fait, pour autant, ils font pas, voilà, ils dunkent pas par-dessus genre six personnes en même temps. Enfin, c'est pas non plus des trucs qui sortent qui sont des gros highlights et des grosses actions collectives ou Mhm. des enchaînements triple-double ou des conneries comme ça. C'est plutôt genre, en fait, structurellement, une licorne, ce que ça t'apporte, c'est des Exactement, ouais. schémas qui sont pas reproductibles et qui sortent les adversaires de ce qu'ils ont l'habitude de faire et de pourquoi ils ont été construits ainsi, parce qu'en réalité, tu construis pas pour battre une licorne, mais pour battre des équipes de basket. Et je trouve que c'est cool de voir que Karl Anthony Towns a utilisé pour le bénéfice du collectif et pas pour le rayonnement individuel. Et c'est du coup Mhm. les autres qui en profitent. Et ça, c'est exactement ce qu'on attend un petit peu d'un joueur à gros impact. Et c'est cool que à 29 ans, parce qu'en fait, Karl Anthony Towns, dans un an, il va avoir 30 ans. C'est fou, hein. Bim, le coup de C'est fou. bambou. Ouais. Ah, ça fait mal, hein. Ah, Ça fait derrière mal. la tête, là, je t'avoue, quand j'ai vu 29 ans, j'ai un peu genre... Et du coup, moi je voulais parler ensuite Il s'est fait de draft l'autre. il y a 10 ans. Oh! Ouais, Waouh. ouais. Incroyable. Ah, ça fait mal, hein. Moi, il a été drafté quand j'ai eu mon bac, en fait, tout simplement. Oh là là, mais oh, est-ce que t'es vieux en fait? Après moult redoublements et un passage au rattrapage, Ah, hein. comme... Et moi, je voulais parler de l'autre trio, un petit peu, de l'autre trio des 3D, qui, en réalité, il y en a... Est-ce qu'il y a vraiment trois 3D à côté d'eux? En fait, il y a Josh Hart qui... Bah, il n'y a pas un si gros volume ni une grosse respectabilité que ça à 3 points. T'as Michael Bridges qui a un des plus gros volumes sur mi-distance. Et bon, OG Anunoby qui, lui, est peut-être plus dans le moule du vrai 3D. Mais je trouve Mhm. que ils ont réussi à entourer, entre guillemets, ce duo full spacing qui peut jouer un peu dans n'importe quelle situation, de trois 3D qui, offensivement, t'apportent des choses hyper différentes. Ouais. Et je trouve ça Bah, trop c'est, cool c'est... dans la construction d'équipe. En fait, tu vois en fait, tu pourrais penser que les trois sont redondants, mais en fait, ils le sont pas. C'est trois 3D modernes avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Donc ils sont pas dans le même moule et du coup ça, je trouve que tactiquement, même au niveau des rotations, ça rend des choses vraiment hyper intéressantes. Ouais, ouais. Bah, offensivement, c'est assez dingue. Je pense on peut un peu rentrer dans le détail de chacun parce que c'est vraiment intéressant de Vas-y. développer, je pense, ce que chacun fait. Et je pense que le plus intéressant, parce que le plus complexe, entre guillemets, parce que c'est un joueur de dingue, mais c'est Josh Hart. Ouais. Et c'est vrai que il y a un truc assez fascinant avec Josh Hart, c'est où est-ce que tu le places où est-ce que tu le places sur le parquet? Parce que, bah, en fait, son tir va pas être respecté, donc c'est peut-être lui qui parfois te fout un peu en l'air le spacing. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il l'utilise pas mal, du coup, comme je l'ai dit, dans des situations bah, de horns, où soit c'est lui qui a la balle et va y avoir un écran de Towns pour Brunson, soit c'est Brunson qui a la balle et on peut avoir un horns flare qu'ils utilisent parfois, qu'ils ont repris à Minnesota clairement, mais qu'ils utilisent parfois pour Karl Anthony Towns. Et finalement, en fait, je trouve, ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé dès le début de saison, c'est qu'on a eu un Josh Hart qui a beaucoup été utilisé on-ball à la création pour pallier un peu, le côté, bah ouais, comme ça tu gardes un spacing absolument, enfin,
un vrai five out, toi. Et en plus, il est en surchauffe de folie à 3 points, donc surtout sur les tirs quand il reste 2 secondes sur l'horloge, je sais pas s'il en a déjà raté un dans sa vie. Mais du coup, c'est assez intéressant de voir ça et de voir un peu toute l'intelligence qu'il peut avoir dans son jeu. Et finalement, le five out aussi, c'est peut-être lui qui est un des grands gagnants parce qu'avec un autre intérieur, lui, il n'avait pas forcément ses lignes de cut, ses lignes de drive. Il était Ouais. beaucoup moins utilisé on-ball. Du coup, il était plus utilisé dans un rôle de shooter stationnaire qui doit étirer le terrain et c'est pas un shooter, blablabla. Bla, 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 bla. Et du coup, je trouve ça, c'est assez intéressant. Et un autre truc que Josh Hart il apporte qui est assez fou en attaque, parce qu'en défense aussi, c'est assez intéressant, c'est le côté transition, quoi. C'est le côté transition où, où vraiment tu sens que le joueur responsabilisé sur transition, le porteur de balle, c'est vraiment lui, quoi. Et il est vraiment recherché souvent pour ses coast-to-coast, etc. Et au final, ce qui est assez fou avec Josh Hart, c'est que sa sélection de tir, je la trouve tellement juste, entre guillemets, qu'il est à 78% au panier. Il est à 78% au panier pour un ailier. En plus, pas un grand ailier. C'est assez délirant. Et ça, c'est assez positif, je trouve. C'est qu'il arrive à être positif et efficace, alors que de base, c'est un joueur qui ne devrait pas forcément l'être. Donc, c'est assez intéressant, quoi. Je trouve, la cerise sur le gâteau de ce 5 majeur offensivement, quoi. Ouais, bah après, enfin, 75-78% au cercle, est-ce que c'est si bien que ça? Parce que Tatum, apparemment, il sait pas faire de lay-up, et pourtant, il est à 75% au cercle. Donc bon, la notion... Si, je suis- Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Est-ce que tu veux ensuite enchaîner sur Michael Bridges, le roi de Noël, et au final, un 3&D qui prend un gros volume à mi-distance? Ouais, ben juste quand même sur Josh Hart, si on est tout à fait honnête, Mais vas-y, hein, euh, continue. si Moi, on, je bois tes paroles, hein. Je suis un si on est tout auditeur. à fait honnête, non mais tu vas voir que ça va te parler, mais déjà sur le match, l'opening night, même si bon, c'était leur premier match ensemble, donc voilà, mais Ouais. il y a quand même des séquences où ton spacing est pas parfait à cause de Josh Hart. Non, il est Et mauvais même. ouais, Enfin, voilà. franchement, votre premier match, le spacing, il est pas bon. Ouais, ouais, ouais. Et même à Noël, je trouve, surtout sur la première mi-temps, il y a beaucoup de lignes de drive en fait qui sont coupées parce que le joueur qui était sur Josh Hart, il vient même pas dézoner, enfin, il dézone avant que le drive commence, c'est-à-dire qu'il dissuade le drive. Et il vient depuis Josh Hart. Et donc, tu as quand même des petites situations où tu te dis, il apporte beaucoup de choses sur, même aussi, tu vois, quand la défense switch et qu'on essaye de faire post-up, que les Knicks essayent de faire post-up Karl Anthony Towns, et ben on va souvent donner la balle à Josh Hart pour faire l'entry pass pour qu'il n'y ait pas de prise à deux, pour limiter le nombre de prises à deux sur Karl Anthony Towns. Mais malgré tout, tu as des séquences où ton attaque, elle pêche un peu, ton spacing pêche un peu, et ça vient souvent de Josh Hart, quoi. Donc faut le dire aussi, quoi. Oui, bah c'est pour ça aussi que tu peux pas le faire jouer foncièrement à côté d'Achua. Si t'as Achua C'est et ça, Josh ouais. Hart en même temps sur le terrain, ça devient un peu molto complicado, si tu peux me permettre un petit peu Je te, mon espagnol. je te permets tout à Merci. fait. Mais du coup, oui, je me Michael, disais, Michael Bridges, j'ai été surpris par le volume de création. Alors, ouais. bon, j'ai quand même regardé surtout le match de Noël, on va pas se mentir, mais il y a quand même, je trouve, un volume de création, bon, qui est pas celui qu'il avait à Brooklyn, mais quand même, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de play call un peu pour lui, entre guillemets, pour qu'il puisse finir et apporter un peu de création. Et surtout, bah, pour un 3&D, bon, il y a un volume à 3 points, c'est sûr. Il y a une réussite à 3 points aussi qui est en train de revenir. Mais pas mal de mi-distance quand même pour lui. Est-ce que toi, tu trouves que c'est bénéfique ou ça casse un peu le jeu de l'attaque des Knicks? Mm. Ce que je trouve intéressant, c'est surtout, on va dire, quand Brunson sort, et ça, on l'a vu très vite, et je trouvais ça assez malin, entre guillemets, c'est que le duo créateur avec Towns, ça devient Michael Bridges, en fait. Ça devient Michael Bridges et ça marchait pas mal. Et ça marche pas mal, je trouve. Comme tu dis, il y a pas mal de play pour lui, de zoom action, beaucoup de zoom action pour lui. Même parfois, on lui met des staggers vraiment comme un vrai shooter, des choses comme ça.
Et moi, bon, on pourrait y revenir sur sa défense, mais moi, là où ça m'énervait, enfin, ça m'énervait, ça va, tranquille, mais là où vraiment j'étais un peu frustré, on va dire, de Michael Bridges sur ce début de saison, c'était sur le côté offensif où le shoot ne rentrait pas, etc. Et du coup, je trouvais qu'il perdait beaucoup de valeur, beaucoup plus que défensivement, en fait. Euh, et, et, euh, et c'est vrai que du coup, le shoot revient. Et ce qui est un peu dérangeant quand même, c'est, je trouve qu'il n'a... Alors, c'est en train de revenir aussi au fur et à mesure de la saison, après son match contre les Hornets, qui était vraiment mauvais. On a vu que toute l'équipe a essayé de le remettre en confiance. Il y avait des garbage time, il y avait plus 20, tous les starters étaient dehors, et il y avait Michael Bridges qui jouait encore ses minutes juste pour reprendre un peu confiance, quoi. Et ça revient avec pas mal de cuts aussi, comme j'ai dit, il est beaucoup plus Ouais. agressif sur ses cuts récemment. Mais quand même, il y a 18% de fréquence au cercle Hmm. et surtout, il ne provoque plus aucun lancer franc. Ouais. Il est à 3,9 de shooting foul percentage. Du coup, je suis un peu mitigé dans le sens où, bah, en fait, on se rend aussi compte que le fait de monter son point de relâchement, ça a une utilité, pas forcément sur les 3 points, mais sur les mi-distances, où bah, dès qu'il arrive en mouvement et qu'il prend ce petit pas de recul et que du coup le défenseur a forcément un petit temps de retard, bah, il est incontrable globalement. Donc ça, et c'est assez positif parce que sur les short mi-distance, donc finalement les moments où il va pas forcément au panier, et où vraiment il cut et au dernier moment il prend ce petit fade away, il est à 55% quoi. Alors, c'est excellent pour un short mi-distance, mais finalement, est-ce que tu préfères ça ou un tir au panier? Je sais pas forcément. Mais ouais, je trouve ça assez intéressant quand même, son utilisation à la création, d'autant plus avec le shoot qui commence à revenir, quoi. Le shoot qui commence à revenir. Donc finalement, il a une grosse part, je trouve, surtout aussi quand Brunson est dehors, quoi. D'ailleurs, je trouve que ça permet, bah justement, c'est comme ça dans le dernier carton contre les Spurs où ils gagnent, entre guillemets, ils surnagent un peu offensivement et défensivement avec Karl Anthony Towns qui est sur le banc. Ça permet en fait d'avoir ce 5-là qui continue entre guillemets, à peu près à tourner sans Brunson et sans Karl Anthony Towns. Et je pense que Karl Anthony Towns a toujours un petit peu un problème de faute. Et il y a des situations où vous allez devoir, enfin vous, les Knicks, vont devoir avoir Brunson qui fait ses minutes sans jouer parce que bah il faut qu'il sorte à un moment donné quand même. Les minutes où Kat va aussi devoir sortir au même moment parce que trop de fautes et du coup tu vas avoir besoin d'un mec qui a un poil plus de Mm. création et c'est là où tu dis en réalité les minutes Bridges en option 1, c'est pas un truc que tu veux voir trop souvent, mais c'est un truc sur lequel Mm. tu peux entre guillemets survivre et en plus ce qui est bien c'est que vu qu'il a fait ça pendant 2 ans à Brooklyn, tu sais c'est quoi ses situations préférentielles, tu sais un petit peu comment l'exploiter entre guillemets, et je pense que c'est plutôt, bah c'est assez ouf d'avoir ce mec-là du coup, qui a retrouvé son usage de quand il était genre un role player entre guillemets, en tout cas à ses débuts, mais qui est capable du coup d'avoir cette petite vitesse supérieure à certains moments donnés où tu vas en avoir besoin. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est un peu, bah c'est quand même, malgré tout, sa grosse valeur aussi, c'est le shoot dans le corner, quoi. Le shoot dans Ouais. le corner où vraiment, bah du coup, il a aussi une mécanique qui est très rapide. Il y a pas mal, tu sais, de no deep. Enfin, en gros, il baisse pas la balle, quoi. Et c'est assez, il est assez létal là-dessus. Ouais, voilà, ok. Ah oui, je pensais pas autant. Il est à 49% sur les tirs à 3 points dans le corner sur cette saison. Et ça, c'est assez utile pour ces Knicks qui ont souvent des systèmes, en fait, comme j'ai dit, où quand il y a les deux stars et je cherche sur le terrain, donc le 5 majeur en gros, et ben, il faut que tes corners ils dissuadent l'aide aussi au cercle pour avoir ces cuts de Josh Hart, de Jalen Brunson, ces drives de Karl Anthony Towns, etc. Et Michael Bridges, il a une grosse aussi part structurelle dans sa réussite là-dessus. Mais du coup, ce qui est intéressant quand même, c'est un peu une stat que j'avais postée, mais c'est que l'offensive rating des Knicks avec Brunson et Towns, c'est 123, plus de 123. L'offensive rating avec seulement Brunson et pas Karl Anthony Towns, c'est 122,5. Et l'offensive rating avec seulement Karl Anthony Towns mais pas Brunson, c'est 124. Avec légère, une légère surchauffe
à 3 points quand ils sont tous les deux ensemble, mais même pas forcément, parce qu'en fait, tu as tellement de shooters d'élite dans leur position que je pense que c'est entre guillemets tenable. Et du coup, voilà pour Michael Bridges, qui, je pense, en gros, cette stat, c'était aussi pour dire que quand Bronson n'est pas sur le terrain, l'attaque ne dégringole pas. Et l'année dernière, Jalen Bronson, il avait le deuxième plus gros on-off offensif de toute la NBA derrière Nikola Jokic, si je ne dis pas de bêtises. Et cette année, eh ben, ce chiffre, il est quasiment neutre du coup, avec ou sans Jalen Bronson, il est à plus 1. euh, et c'est bon, quand il est là, du coup, comme j'ai dit, c'est 123, et quand il n'est pas là, c'est 122. Et du coup, ça, c'est assez important pour ces Knicks, je pense, et pour les minutes sans Jalen Brunson, qui, on l'avait vu déjà en playoff, avait beaucoup joué et avait un peu cette Brunson dépendance. Et Michael Bridges, du coup, joue un rôle finalement assez important là-dedans, quoi. Ouais, entre guillemets, t'as un peu deux soupapes pour absorber les minutes sans Brunson que sont Karl Anthony Towns et Bridges, qui sont imparfaites, mais qui proposent beaucoup plus que ce que avait l'équipe avant en réalité. Et avant Mm. de parler peut-être un peu du point noir qu'est la défense, j'aimerais bien un petit peu qu'on parle d'Oji Anunoby, avait fait un gros début de saison. J'avais un peu l'impression, je suis quasiment sûr d'avoir vu passer un tweet qui disait est-ce que Oji Anunoby est pas le meilleur joueur des Knicks sur le début de saison? C'est quoi un petit peu lui son rôle cette saison à côté du coup de Josh Hart et Bridges qui sont déjà un petit peu du coup des 3&D. Lui, c'est son rôle primaire, entre guillemets, ou là où il a le plus d'importance, c'est plutôt en défense, du coup. Ouais, bah clairement, c'est un peu le stabilisateur de la défense, et il fait une saison défensive qui est honnêtement assez dingue. Et en attaque, on est peut-être, tu vois, sur ce que tu disais, mais peut-être le 3&D un peu plus classique des trois, quoi. Dans le sens où il va avoir un gros rôle défensif, on pourrait y revenir. Et en attaque, ce qu'on lui demande, c'est pas mal de tirs à 3 points. Alors il est un peu pas trop en réussite sur les tirs à 3 points dans le corner, justement, à l'inverse de Michael Bridges. Parce qu'il était quand même à 45% depuis 3 ans, et là il est à 35%, donc il y a Hmm. quasiment 10 points de moins sur ce début de saison. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on lui met aussi quelques situations. On voyait déjà l'année dernière où on le fait un peu curler en sortie d'écran, donc pour qu'il cut au cercle. Et surtout, je trouve, moi, ce qui est le gros apport de OG Anunoby, hors que son shooting et sa valeur structurelle du shooting, c'est le côté mismatch, en fait. Le côté mismatch où, bah, que ce soit sur du cross-matching en transition, ou face à certains adversaires qui sont un peu plus petits et qui vont lui mettre un défenseur plus petit, et ben, parce que bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent parfois le roamer qui va aller sur Josh Hart, et après, du coup, il y a l'autre intérieur qui va aller sur Karl Anthony Towns, et donc OG Anunoby se retrouve parfois avec un joueur undersize sur lui. Et ce qui se passe, c'est qu'il l'utilise pas mal en post-up, 2-3 fois par match. Il y a des situations où vraiment, on le voit que quand il a un mismatch, il prend position vraiment dans la raquette, du coup, dans ce spacing. Et ça, c'est un peu, on va dire, le petit plus offensif que je trouve, c'est vraiment ce côté post-up qui arrive une, deux, trois fois par match selon l'adversaire, et qui finalement est une corde de plus à l'arc des Knicks, qui, tu vois, je trouve, c'est pour ça que d'un point de vue du jeu, je préfère un peu cette attaque à celle des Cavs. C'est parce que je Ouais. trouve qu'elle a plus de ressources. Et c'est presque une attaque qui a réponse à tout, entre guillemets, sur le papier en tout cas. Et qui ne dépend pas trop du 3 points, qui arrive à pas mal aller au cercle, qui est pas mauvaise au rebond offensif, mais qui est complètement sortie de sa dépendance au rebond offensif, qui est très adroite à 3 points, qui est très à droite au panier, qui est très à droite sur les shorts mi-distance, et qui a beaucoup, beaucoup aussi de sources tactiques, comme on dit, avec bah, le post-up, Jalen Brunson, le pick and roll, le pick and pop, etc., selon ce que fait la défense. Donc je trouve que c'est l'attaque qui, après, je sais pas, je crois que toi, tu l'avais annoncé dans le top 5. Je m'attendais à ce qu'elle soit top 5, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit si impressionnante visuellement. Tu vois, par exemple, hier contre le Magic, bon, ils gagnent surtout le match parce que le Magic a des problèmes offensifs sans tous leurs joueurs, c'est sûr.
Offensivement, ils font quand même un plutôt bon match en mettant que 4 tirs à 3 points, quoi. Et je trouve ça intéressant d'avoir toutes ces sources d'attaque différentes et polyvalentes, je sais pas si on peut dire ça, mais diversifiées, quoi. Et du coup, vu que l'attaque est fantastique, qu'est-ce qui pourrait les empêcher de gagner un titre, monsieur Baptiste? Je sais pas, je réfléchis. Je pense parce qu'ils vont pas assez au mastic. Tu vois. En vrai, ce qui est marrant, c'est que genre, la défense, si tu regardes par rapport à l'année dernière, elle est pas, genre, en termes relatifs à la ligue, elle est pas moins bonne que l'année, elle est pas beaucoup moins, oula, elle est pas beaucoup moins bonne que l'année dernière. Putain, Azad, c'est un bécherel qu'il va Mhm, falloir t'acheter à Noël. mhm. Ouais, pour l'année prochaine, du coup, c'est ça? Mais du coup, est-ce qu'il y a un vrai problème défensif ou est-ce qu'on en a trop fait? Euh, j'ai le droit de dire Joker? Non? Ah, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de dire Joker. Ah Ok. bah non, t'es Non, l'expert. mais Ah, t'es l'expert, il faut que Après, moi, je vais te donner est-ce que... un peu je vais te donner un peu des billes et tu me dis ce Ok, que t'en penses. ok, ok, Déjà, vas-y. il y a un truc qui a vachement diminué comparé à l'année dernière. En tout cas, un truc où ils sont peut-être moins bons que l'année dernière relatif à la Ligue, c'est sur la défense de transition. Et ça, potentiellement, c'est pas dû à Hartenstein, c'est dû potentiellement à soit des ajustements, soit peut-être le repli défensif. Ils prennent moins, ils vont moins au rebond offensif. Donc potentiellement, ça aussi, ça pourrait être corrigé avec le temps. Donc t'as déjà la défense de transition est apparemment moins bonne que l'année dernière, mais je pense que c'est quelque chose que tu peux corriger, entre guillemets. Donc, tu as le premier truc qui est assez bon. Deuxième truc qui est toujours aussi bon que l'année dernière, c'est d'arriver un petit peu à protéger le rebond. Et ça, je trouve que c'est quand même une grosse marque, entre guillemets, d'une bonne défense. Ça veut dire que tu arrives à stopper une attaque et ensuite à y mettre une vraie fin en récupérant le rebond. Autre aspect défensif où ils se font un peu matraquer et du coup qui reflètent pas forcément le vrai niveau défensif, c'est que les équipes sont à 43% dans les corners contre les Knicks cette saison. Donc ils en encaissent beaucoup parce qu'il y a un gros volume de corners à 3 points qui est donné par les Knicks entre guillemets. Et en plus de ça, il y a une grosse réussite. Par contre, il y a aussi peut-être un petit problème en termes de protection de cercle et aussi peut-être un peu, en tout cas, il y a une moins bonne faculté peut-être que l'année dernière à provoquer des pertes de balles. Donc, ayant tout ça en tête, toi, comment tu te situes par rapport à cette défense comparée à l'année dernière en n'ayant pas le droit de nommer Mitchell Robinson comme Joker? Non, mais c'était même pas ça mon Joker. Est-ce que je peux t'expliquer pourquoi j'ai un Joker? Ouais, Parce que je pense que le début de saison, voilà, ça a fait beaucoup de bruit. Les Celtics les ont découpés sur le drop. Les Pacers les ont découpés sur le drop. Les Cavs les ont découpés sur le drop. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passait, c'est que les attaques, elles demandaient un pic du porteur de balle qui était défendu par Michael Bridges. ouais. Karl Anthony Towns était sur un drop. Michael Bridges naviguait souvent pas ultra bien l'écran, même si pour moi, on en a beaucoup trop fait. Et c'est aussi parce que les schémas étaient pas forcément bien. Et même le meilleur navigateur d'écran au monde, quand il a, enfin, s'il avait un bon écran, il aura un petit décalage. Et ce petit décalage, aujourd'hui, les meilleurs attaquants de NBA peuvent l'exploiter encore plus quand Karl Anthony Towns doit gérer un 2 contre 1. Et c'était ça le problème, c'est qu'on demandait à Karl Anthony Towns de gérer un 2 contre 1. Et Thibodeau, il a un peu changé les schémas défensifs. Et je trouve ça intéressant parce que on en avait parlé beaucoup avec FD ou avec tous les fans d'Enix avec qui j'ai pu discuter, Maxence évidemment, etc., etc. Mais on se demandait en fait qu'est-ce que pouvait faire la défense, tu vois. Et toi qui as vu le match de Noël, du coup, est-ce que tu as, enfin, et en gros, est-ce que tu as remarqué que les Knicks ne font plus que du drop, mais ils font plus du late switch. C'est-à-dire que sur le pick and pop, par exemple, de Wembanyama, les Knicks, ils n'hésitent pas à switcher. Et ils switchaient Karl Anthony Towns et Jalen Brunson, par exemple. Et en fait, ce qui s'est passé, je trouve, c'est que concrètement, Thibodeau, il a dit, on va arrêter de laisser un 2 contre 1 à Karl Anthony Towns. Et ce qui se passe, c'est que sur certains porteurs de balles qui n'ont pas forcément le passing de lob, etc., et ben on va faire un 2 contre 1 sur le ballon et et Karl Anthony Towns va vraiment monter plus agressivement sur le porteur de balle et c'est Josh Hart qui va venir de l'autre côté fermer le lob.
Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de corners, parce qu'en fait, Josh Hart, c'est lui le safety, le roamer de ces Knicks, Ouais. et du coup, il dézone forcément un peu de Oh, il y a n'importe une aide au qui. cercle à un moment là. Pff, oh là là, en fin de match. Ah C'était ouais, bref, je te coupe la parole des sports. je vais la Mais redonner oui, après, je vais la redonner après. Et, 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 très bon et, safety défensif, Josh ouais. Hart, pour sa taille. Et ce qui se passe aussi, du coup, c'est que les Knicks sont beaucoup plus agressifs parfois, bah, aussi sur Wemby quand il faisait du roll, du coup. Et ben, Ouais. ce qui se passait, c'est que Josh Hart, ouais, Karl Anthony Towns restait collé à Wembanyama et Josh Hart venait créer un 2 contre 1 sur le ballon, mais comme ça. Et donc, quand il y avait le pick and pop, et ben, Jalen Bronson, c'est lui qui switchait sur Wembanyama. Et après, évidemment, Thibodeau a essayé de mettre quelqu'un d'autre que Jalen Bronson pour pouvoir faire ce switch. Et ça a été super intéressant tactiquement. Mais du coup, je trouve ça intéressant le fait de soulager Karl Anthony Towns avec des schémas bien différents et avec un Josh Hart beaucoup plus proactif défensivement. Et même ne pas hésiter à faire des switches et des late switch face à certaines équipes. Et c'est pour ça que je te dis Joker, parce que sur ce stretch où les Knicks sont un peu revenus comme une bonne défense, entre guillemets, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont joué Orlando, San Antonio, Toronto, les Pelicans, les Timberwolves, Orlando, Atlanta, Toronto, Détroit, Charlotte, Orlando, les Pelicans, Charlotte. Ça, c'est tous les derniers matchs des Knicks. Et bah oui, ils font des bonnes performances défensives. Bah aussi parce que Josh Hart qui fait le safety, bah oui, quand c'est Jeremy Swan. Alors, mauvais exemple parce qu'il a mis ses tirs, mais bah, contre beaucoup d'équipes, en fait, c'est juste pas puni. Contre Orlando, Jonathan Isaac, c'est pas puni. Et finalement, je crois que là, dans tout ce que j'ai dit, il n'y a que Atlanta qui est dans le top 20 des attaques. Et donc, en fait, ils ne se sont jamais testés ces nouveaux schémas face à une attaque compétitive. Et donc, c'est pour ça, et même sans mentionner Michel Robinson, mais c'est pour ça que je dis Joker. Est-ce que je Oui, vous ai convaincu, monsieur le juge? oui, oui, non, mais là, du coup, je comprends mieux le Joker. Le Joker, c'était histoire de pas faire une réponse un petit peu finale à la question, mais c'était un peu de voir pourquoi ils sont adaptés un peu défensivement. Et je trouve ça cool de pas avoir trop insisté sur Towns en mode genre, on va lui laisser un an pour apprendre à faire du drop, parce qu'en vrai, je pense qu'un an aurait pas suffi. L'idée, du coup, c'est plutôt de, parce que bon, il partait quand même avec pas mal d'années de retard. Et puis même, de toute façon, il a tellement pas de verticalité que quand il se retrouve face à un 2 contre 1, c'est mort, quoi. Ouais, 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 puis c'est pas adapté. Et c'est là où, du coup, avoir Michael Bridges, Anunoby et Josh Hart, ça sert pas seulement à faire du switch all, en fait. Et au contraire, même, t'as plutôt envie qu'ils aient des postes enfin, des fonctions bien, bien définies pour que, en réalité, les deux qui a switché, c'est Towns et Branson, parce qu'en fait, bah, du coup, c'est un peu eux les deux cibles. Du coup, t'interchanges de cibles. En fait, tu prends moins de risques, entre guillemets. Et c'est derrière un petit peu, t'as trois safety qui peuvent, du coup, couvrir certaines zones. Et c'est plutôt bien amené. Donc bon. Je pense que Thibodeau développe ça aussi au fur et à mesure de son côté. Je pense que ça marchera bien selon certaines match-up. Mais moi, je trouve ça plutôt cool et je pense que du coup, Mm. ils sont pas à mettre trop de côté, en tout cas, au niveau défensif. Je pense que ça sera surtout une question de match-up arrivé en playoff. Ouais. Je pense qu'il y a des match-up qui sont plus ou moins adaptés. Entre guillemets, ils sont un peu rigides dans le terme défensif, mais du coup, ça peut quand même fonctionner et aller loin. Est-ce que tu voulais rajouter encore d'autres choses sur les Knicks que tu as aussi prévu du coup de ce que j'ai compris d'aller en parler dans un article ou est-ce que tu veux qu'on fasse un peu des pronos et qu'on s'arrête là? Bah, moi, je veux bien tout simplement ton avis, tu vois, parce qu'au final, j'ai beaucoup parlé, mais toi, comment tu les vois, ces Knicks? C'est vrai que, tu vois, d'un point de vue structurel, un five out, par exemple, face aux Knicks, par exemple celui de Boston, ça fait quand même peur, mais peut-être qu'on pourra y parler dans la partie prono. Mais est-ce que tu les vois comme une énorme attaque, mais finalement une équipe qui a trop de lacunes défensives? Est-ce que finalement, comment tu l'as situé? Même ce match de Noël, finalement, un peu sauvé par Mikal, ou comment tu te situes là-dessus? Non, moi je pense que c'est une très bonne attaque. La seule chose sur laquelle j'arrive pas à me mettre d'accord sur leur attaque, c'est leur vrai niveau au shoot.
Parce que là, cette saison, c'est la deuxième meilleure équipe au pourcentage à 3 points. Est-ce que c'est leur vrai niveau, ce qui leur, du coup, ce qui ferait d'eux potentiellement la meilleure attaque de NBA, si c'était le cas, ou est-ce que il y a une surchauffe qui peut du coup un peu faire être un peu le premier domino de un peu de la descente aux enfers de cette attaque. Donc c'est un peu ça ma question, parce qu'en réalité, de niveau structurel, que ce soit en transition, ils ont des monstres de transition pour l'assurer. Sur le demi-terrain, je trouve qu'ils ont vraiment des joueurs qui fonctionnent très bien ensemble, ils arrivent à créer une synergie petit à petit. Donc franchement, j'ai pas trop d'inquiétude. S'il faut avoir un 5 qui est plus orienté rebond offensif, je sais qu'ils peuvent aussi le faire, ils l'ont déjà fait les 3 4 dernières années, donc c'est vraiment pas un problème. Donc moi, ma seule vraie question, c'est quoi en réalité leur vrai niveau de tir? C'est quoi leur vrai niveau de Hmm. space? Est-ce que le spacing il est aussi implacable qu'il en a l'air ou pas? Bah du coup le shooting et le spacing sont un peu reliés, mais est-ce que tu as assez de shooters à gros volume, entre guillemets? Et est-ce que du coup, ils vont garder un petit peu cette réussite qui pour l'instant, du coup, fait clairement rêver? C'est un peu ça Ouais. ma question. Le spacing de Towns m'inquiète pas. Je me demande à quel point Bridges et Anunoby seront considérés comme des shooters d'élite, entre guillemets, à arriver le moment où il faut prendre des risques, en sachant que Josh Hart est déjà un mec qui sera pas du tout considéré comme tel. Hmm. Donc, bon. C'est un Bah, peu ça ma question. C'est quoi c'est, leur vrai c'est- niveau à ce 3 qui, points? ouais, ce qui est cool, et en plus, ça peut permettre de parler peut-être de la dernière chose dont on n'a pas parlé, mais c'est un peu le banc. Et on a beaucoup parlé du 5 majeur aujourd'hui, mais c'est vrai que sur le banc, en l'état, moi, c'est peut-être aussi ça qui me fait beaucoup peur parce que d'un côté, tu vois, si tu veux une line-up avec vraiment un full five out, je pense que tu peux mettre Miles McBride à la place de Josh Hart. Ouais, Mais quelque part, Miles McBride, c'est aussi un super défenseur du point d'attaque, hein, évidemment. Mais d'un autre côté, ça veut dire que tu joues avec Mike Bride et Brunson, et en même temps, tu perds ton joueur peut-être le plus actif off-ball défensivement. Même si c'est vrai aussi que Mikal, faut le dire, est assez intéressant dans tout ce qui est stunt et activité off-ball sur les lignes de passe depuis quelques matchs. Mais tu vois, je trouve que le banc, bon, McBride, voilà, je pense que le niveau de shooting, c'est un peu acté. Ça commence à être acté que c'est vraiment un bon shooter à 3 points ouais. depuis 2 saisons. En plus, ce qui est fou, mais vraiment, je trouve ça fou, je trouve que c'est un des trucs les plus cool de NBA, c'est vraiment qu'à chaque fois qu'il prend un tir au Garden, il y a tout le Garden qui crie son nom, quoi. Il y a tout le Garden qui fait Juice, et ça, voilà. Mais ça, c'est un petit délire de fanboy, ça. Mais non, mais tu vois, même McBride, qui est peut-être ton joueur de banc le plus sûr sur une campagne de playoff, je le trouve pas forcément ultra idéal vu les schémas qu'essaye de développer aujourd'hui Tom Thibodeau défensivement, alors que pourtant, paradoxalement, c'est un super défenseur, tu vois. Et le reste du banc, perso, Jericho Sims, c'est intéressant sur du switch, mais bon, voilà. Achua, c'est à peu près pareil, c'est intéressant sur du switch, mais je trouve qu'il te brise trop ton spacing si tu le fais jouer avec Towns et Josh Hart ou Josh Hart et même défensivement. En fait, je trouve qu'il t'apporte pas assez défensivement par rapport à ce qu'il te coûte Ouais. offensivement. Et même défensivement, tu vois, je trouve que sur le pick and roll, sur le placement, etc., c'est pas forcément top. Là, il y a Landry Shamed qui revient. Bon, on demande à voir, mais j'ai quelques doutes. Et qui est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Et oui, et Thibodeau fait pas forcément jouer les rookies. Et il y a Campaign aussi, mais finalement, ça reste un guard très petit et c'est plus un joueur, comment dire, tu sais, un joueur, il prend des tirs et si ça rentre, tant mieux. Et si ça rentre pas, bon, bah, c'est pas grave, il rentre sur le banc, quoi. Ok, donc toi tu Mais crois quand même un peu plus. En tout cas, tu penses que l'alternative McBride pourra maintenir ça, entre guillemets. bah, sur le spacing, ouais, mais tu vois, d'un autre côté, je sais pas quel est l'équilibre à trouver, mais tu vois, à part McBride, c'est vraiment le seul joueur aujourd'hui en sortie de banc, vu que Mitchell Robinson est blessé, sur lequel j'ai vraiment, je trouve qu'il peut apporter et que la line-up garde un très haut niveau quoi, de performance. Ok. Ok, ok. Et du coup, sachant ça, qu'est-ce qu'on en fait de ces Knicks à l'Est? Où est-ce qu'on les situe?
Bah, moi, je dirais que les Celtics, quand même, enfin, voilà, Non, je mais d'accord, sais. oui, mais ok, la pluie ça mouille, les Celtics sont meilleurs. Ensuite. Non, mais attends, je sais plus quel compte, si c'est un compte français ou américain qui avait mis quand même que les Celtics étaient en crise. Enfin, je sais pas, c'était peut-être un troll, mais vu qu'ils avaient perdu 2 matchs de suite. Mais ouais, moi je pense que tu vois, je pense que c'est aujourd'hui c'est serré avec les Cavs. C'est Ouais. derrière les Cavs, je pense, mais tu vois, si tu me dis il y a une série Cavs-Knicks, je dirais peut-être 55-45 pour les Cavs. Mais tu vois, c'est très serré. Et je pense qu'il y a un truc qui est pas à exclure, c'est que je pense que Leon Rose, il va encore chercher à faire des trades, quoi. Tu penses? Ouais. Pour aller chercher quoi? Bah, je pense que c'est pas un grand fan de Mitchell Robinson et que Mitchell Robinson reste un contrat plutôt bon et attractif et bougeable. Ouais. Je pense que Jericho Sims, moi je suis persuadé que tout le plan, tu me dis ce que t'en penses, mais je Vas-y. ne m'explique pas de façon rationnelle que quand il y avait, que sur certains matchs, au début de saison, Thibodeau faisait beaucoup jouer Ariel Luc-Porty, que Ariel Luc-Porty était meilleur que Jericho Sims, qu'il a fini des matchs contre Brooklyn, et que d'un coup il a disparu de la rotation. Si c'est si c'est pas pour juste donner de la valeur à Sims, je ne me l'explique pas. Ok. Donc Ouais. je pense que tu vois, il y a des petites pièces qui peuvent bouger et je pense qu'ils sont pas ultra attachés au rookie et que ça peut et que tu vois, je pense vraiment qu'ils sont en mode all-in quoi. Donc voilà. Ok. Et derrière eux, derrière ce trio-là, à l'Est, on voit personne aller en finale, on est d'accord? Ou peut-être, moi, les Bucks, quand même, je pense qu'il y a un monde. Moi, j'y crois pas trop aux Bucks. Les Sixers en pleine forme, bon, du coup, ça arrivera jamais en playoff, mais les Sixers en pleine forme, Ouais, ouais, oui, clairement, clairement. même, tu vois, le match contre Boston, les Sixers, bon, Mike C fait exploser la défense du pick and roll de Boston, mais t'as aussi une grosse surchauffe à 3 points d'Embiid et Caleb Martin, enfin, tu vois, les Oui, mecs, Caleb Martin qui se transforme en je sais pas quoi. en Reggie Miller quand il voit du Mm. vert. Et puis Et Orlando alors? Ça serait intéressant qu'on fasse un pod Orlando, mais bah, enfin, s'il y même avait des s'ils sont joueurs, blessés quoi. bah ouais, c'est ça, moi j'avais bien envie d'en faire un, mais le problème c'est que il y a quand même beaucoup de blessés, quoi. Mais Orlando Magic, ouais, j'aimerais pas forcément les avoir en premier tour si j'étais un contender. Ah non, mais clairement, clairement, ou même sur un deuxième tour, hein. Je pense qu'ils sont ils sont tellement gênants quoi. Enfin, Ouais, après le problème c'est qu'on sait pas trop quel est leur vrai niveau quoi. faudra qu'on parle de Traveling Queen quand même sur le Dreamcast Show prochainement. Peut-être Ouais, une vidéo. c'est vrai ça, c'est vrai ça. On l'a pas mis dans les chouchous. Il avait Bah, en pas même temps, encore il jouait pas explosé. encore Traveling Queen quand on a enregistré l'épisode des chouchous, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Et Il est Tristan da Silva, on l'avait mentionné. On n'avait pas mentionné, mais ça vaut le coup. Mais même, tu vois, les Anthony Black et tout, moi, je me tâtais à faire une vidéo sur lui. Enfin, bon, voilà. Je vais voir un peu comment les choses se décantent. Ouais, Mais ouais, je pense que de toute façon, il va falloir retourner un peu au studio. Là, ça fait longtemps que j'ai rien sorti. Le dernier truc qui est sorti, il a été Strike. ouais. Donc c'est vrai que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, enfin qu'on t'a pas vu, qu'on n'a pas vu une vidéo de toi. Mais pour finir sur les Knicks, il y a un truc qui est marrant, c'est leur calendrier en fait. Parce que Ah là, ils ouais? jouent quand même Washington, Utah. Ensuite, ils jouent OKC, donc là, ça va être intéressant. Après, ils jouent Chicago, Orlando et Toronto. Donc, il y a moyen d'enchaîner des wins, quoi, quand même. Tu vois? Bah ouais. Il y a moyen d'enchaîner des wins et de continuer à faire monter ce net rating au-dessus de la barre des 10. Et ensuite, on pourra dire, regardez, ces Knicks-là sont favoris. Comme ça, Boston, quand ils feront le back-to-back, on pourra dire, bah non, mais vous voyez, deuxième titre, il a été mérité. Et comme Mhm. ça, la narrative fonctionne pour tout le monde. Donc moi, ça me va. Mais là moi, ça me dérange quand même là que en ce moment, et je pense que ça va être ça parce qu'il y a quand même des gros écarts, on se dirige quand même vers les Knicks et les Celtics qui sont 2 et 3, hein. Enfin, 2 et 3 et 3. 2 ou 2 et 3 quoi. Oh putain, me parle pas d'un truc. Mais, non, parce que
Non, j'ai vraiment pas envie de ça en plus. J'ai vraiment pas envie de pas avoir l'avantage du terrain en finale de conférence. Putain, mais ils ont perdu que 4 matchs Cleveland. Et vous avez 4 matchs de retard, hein. Ouais, après, franchement, ça va aller assez vite. Cleveland, je pense que ça va quand même finir par perdre un peu des matchs, mais ils vont pas rester en surchauffe toute leur vie quand même. Bah écoute, hier ils ont fait leur je sais pas combien de mi-temps de la saison à plus de 80 points. Déjà en faire plusieurs dans une saison c'est ouf, mais non, je sais pas, hein. Moi je pense que je vois pas comment Cleveland finit pas premier de la Confest, hein, en régulière, honnêtement. C'est long encore. Attends, il y a combien? Il y a 4 défaites d'écart. C'est interminable encore une saison régulière. Tu peux perdre 3 matchs d'affilée, genre sur une semaine à vide, hein. Ouais, mais ouais. Ok, bah on en reparle, on en Allez, reparlera. bah moi je dis que Boston premier, Cleveland deuxième et les Knicks feront troisième de conf. De la régulière? Ouais. Moi je dis que les Cavs seront premiers. Bah voilà. Est-ce que je dis que les Knicks sont deuxièmes? Allez, vas-y, régale-moi. Parce qu'il y a que 2 matchs d'écart, hein. Oui, bah oui. Il y Mais a que deux matchs d'écart. Ah, attends. Ah, non, je vais quand même dire, allez, je vais quand même dire Boston en 2. Et Knicks en 3. Et comme ça, une belle série 2-3, tu vois. Ça peut être bien. Ça peut être Ah pas ouais, mal. non, mais oh non, ça arriverait tellement tôt du coup dans les playoffs. Faudrait, Aïe, en fait, ce qui serait, pour le coup, si vous faites le back-to-back, par exemple, faisant un parcours Philadelphie, New York, Cleveland et qui tu veux à l'ouest, là, on sera obligé de s'incliner. après, franchement, pour le Dreamcast Show, est-ce que ce serait pas tellement stylé une série Knicks Celtics? Mais si, le peuple l'attend, Oh, les recaps en live. Oh, les recaps en live. Oh là 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 là. il y Ouais, a- allez, il y aura un allez. recap Knicks et un recap Celtics par match avec beaucoup de mauvaise foi. Oh, on les fait même ensemble. On les enregistre en live et on se passe les images. On sait pas, on Ah trouve ouais, rien, on genre. trouvera un truc. Non, ouais, bah faut que ça arrive. Faut que Ouais, ça allez, arrive et c'est bien parti pour que le seeding nous donne ça en tout cas. C'est allez, bien on y parti. croit. On y croit? Allez, Eh bah, parfait, parfait. Vendu le parfait. sucru. Non, mais quoi. Ah oui, il faut que je finisse l'épisode parce que c'est moi qui ai le C'est présentateur en toi fait. qui est présenté. Eh ben, merci du coup à tous les auditeurs de la Vienne. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vos tickets pour le Futuroscope que vous avez eu à Noël sont prêts. Et en tout cas, nous, on se retrouve du coup pour le prochain épisode. Je sais pas encore quand, je sais pas encore avec qui, mais ce sera dans la bonne humeur. Un bon week-end et puis peut-être qu'on se voit à l'année prochaine.